Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien pour la presse en ligne et en direct sur EBS. Nous sommes aujourd'hui le lundi 30 novembre. J'ai plusieurs annonces à vous faire avant que nous ne passions à vos questions. So obviously tomorrow marks 1 year since the start of the mandate of the von der Leyen Commission. As I tweeted on Friday, it's been a very busy year. We have published today a dedicated website with a number of materials, including a timeline and an overview of our main initiatives to look back on this first year in office. And you will find a short description and the links in our daily news. Puis, permettez-moi de vous rappeler les vidéoconférences du Conseil qui ont lieu aujourd'hui. Premièrement, le vice-président exécutif Valdis Dombrovskis et le commissaire Paolo Gentiloni participeront aujourd'hui à la vidéoconférence de l'Eurogroupe pour discuter, entre autres, de la réforme du traité sur le mécanisme européen de stabilité et de l'introduction rapide du filet de sécurité du fonds de résolution unique. Le commissaire Gentiloni participera à la conférence de presse qui suivra la réunion ce soir. Secondly, Commissioner Maria Gabriel, Vice President Margaritis Schinas, and Commissioner Nicolas Schmit will today participate in the informal video conference with Ministers for Education to discuss the creation of the European Education Area by 2025 and the strategic objectives of cooperation here. Commissioner Gabriel will take part in the press conference at the end of the meeting later this afternoon. Thirdly, EU youth ministers are meeting today to discuss youth mobility during the COVID-19 pandemic and how to revitalize international youth exchanges and cross-border volunteering activities. Commissioner Maria Gabriel is representing the Commission at this video conference and will also take part in the press conference, which is due to start around 1 p.m. Let me now finish with a bit of a sad announcement. Today is Susanne Conce's last day with us here in the SPP as our spokesperson for foresight, education, youth, sports, culture, democracy, and demography. It was a big portfolio. Susanne will be moving on to a new role in the Commission's Directorate General for Education and Culture to work on the analysis of national education systems. I would like to warmly thank Susanne for her past year here in the SPP, during which it has been a genuine pleasure to work with her. We all fondly remember her Friday announcements in the first lockdown, which we had on new and innovative ways of experiencing and exploring the richness of European culture from our homes. And we can definitely say that her impressive bookshelf was the most exceptional background of any spokes during our online press briefings, and one of which I was very jealous. Susanne, you will be dearly missed at the SPP, and thank you very much for everything. Now, in the future, Susanne's vast portfolio will be divided among 3 different spokespersons. Daniel Ferry will take over the files related to the Conference on the Future of Europe and Demography, as well as interinstitutional relations and foresight. Johannes Barke will from now on be responsible for the files related to relations with the Joint Research Center. And you can turn to Sonia Gospodinova for questions related to education, youth, sports, and culture. With this, I have come to the end of my announcements, and we can move on to your questions. And we start with David. Oui, merci Eric, bonjour. J'espère que tu m'entends. David Carretta, Radio Radicale. C'est à propos de l'anniversaire. On t'a déjà demandé vendredi pourquoi la présidente de la commission ne va pas venir en salle de presse comme tu nous l'avais annoncé. Quand est-ce qu'elle a intention de venir en salle de presse?
pour répondre à nos questions. Je sais que son agenda est rempli, mais je vois qu'elle a des rencontres avec des députés allemands, avec l'UEFA, elle fait des discours, des vidéos, etc. Donc on se demande, on a hâte de pouvoir interroger la présidente de la Commission. Merci David. Effectivement, tu as tout à fait raison de dire que l'agenda de la présidente est très chargé. La conférence de presse que j'avais annoncée, comment dire, pour le moment, est un peu difficile à organiser car il y a énormément de choses qui se passent. Vous le savez, les dossiers politiques complexes que nous traitons sont nombreux pour le moment et donc il est préférable que la présidente puisse se concentrer sur ces dossiers politiques et elle descendra en salle de presse le moment venu lorsque son agenda le permettra. Je suis évidemment ravi d'entendre que tu attends avec impatience l'opportunité de lui poser des questions. Elle sera en salle de presse dès que les circonstances le permettront. Sarantis. Good morning. It's a question about Turkey. So the Turkish research vessel has returned, or Route Race has returned to Turkey. Does this grant Turkey another grace period to de-escalate according to the Commission? Thanks. Thank you. This is a question for Peter. Hi, good afternoon. Thank you for the question. I think the EU leaders and the European Union in general, so all the EU member states were very clear when they were saying or when they were talking about what is expected from Turkey and within which timelines. There has been nothing changed in the timeline. That means that the leaders of the EU and the EU member states will get together during the next European Council in December and they will review whether Turkey delivered on their expectations. And the expectations were for de-escalation and engagement in the constructive dialogue. It will not be a review done based on one announcement or based on one action, but on actions, announcements, and behavior over a certain period of time. And as I said, the timeline is very clear, and it will be at the December summit. Thank you, Peter. Let us continue with questions on this issue, relations between the EU and Turkey. Are there other questions for Peter on this issue? Je vois une main levée. Non. Y a-t-il d'autres questions sur les sujets affaires extérieures? Je vais passer la parole à Gül en premier, car j'imagine que cela peut avoir un lien avec les questions Turquie. Gül. Est-ce que vous m'entendez? Nous t'entendions et nous te voyons, mais tu as disparu. Il faut que tu appuies sur le bouton Speak. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Magnifique. Voilà, on me voit et on m'entend. Ma question s'adresse surtout à toi et surtout à l'égard de la présidente. Au sommet au 1er 2e octobre, les chefs d'État et de gouvernement avaient pris deux décisions. La première, c'était les sanctions à l'égard de la Turquie. Et la deuxième, c'était de préparer un agenda positif au cas où il y avait une coopération. Et c'était à ce titre que je posais la question de savoir si la présidente est en train de préparer un paquet pour un agenda positif, donc la carotte et pas le bâton à l'égard de la Turquie. Et est-ce qu'on peut savoir quels sont les éléments qui peuvent constituer ce paquet d'agenda positif qui puisse motiver la Turquie à coopérer un peu plus avec l'Union européenne? Est-ce que c'est uniquement l'union douanière ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui puissent motiver la Turquie à lancer un dialogue constructif avec l'Union européenne? Merci beaucoup pour ta question, Gül. Mais certes, tu as raison que c'est la présidente qui participe au Conseil européen, bien entendu.
vu sa fonction, mais bien entendu, ce sont des dossiers qui sont traités par le collège dans son ensemble, et en ce qui concerne les relations avec la Turquie, plus particulièrement par le haut représentant et vice-président. Donc je vais repasser la parole à Peter sur ce point, même si c'est un point que nous avons évoqué déjà à plusieurs occasions ici, et que, effectivement, nous préparons le Conseil européen de décembre, mais nous n'allons pas, en amont du Conseil, expliquer quel est le contenu des différentes choses qui peuvent être en train de se préparer. Peter, je te repasse la parole, pardon. Merci. Bien sûr, il n'y a pas aucun élément nouveau pour ajouter parce que les conclusions du Conseil européen ont commencé de faire tout le travail dans tous les chemins qu'on a indiqués. Donc, dans un chemin, on a commencé le travail sur l'agenda positive, les préparations nécessaires, et aussi la conférence sur la situation dans la région méditerranéenne, mais aussi on continue à observer la situation, les actions de la Turquie, et on se va retrouver décembre dans le Conseil européen pour faire l'évaluation dans quelle direction nous allons avancer avec nos relations avec la Turquie. Donc, tout est sur la table, on a fait les préparations nécessaires et on va voir la décision de les leaders des pays membres de l'Union européenne dans quelle direction nous allons avancer à base de les actions, de déclarations de les actions de la Turquie. Merci, Peter. Donc, nous continuons sur les affaires étrangères, ou les affaires extérieures. Je passe la parole à Momchil. Good morning. Good morning. Good afternoon, maybe. My questions are related to Russia. First, recently, Mr. Josep Borrell said that the European Magnitsky Act is in the final stage of preparation. So my first question is, what are the in what stage is really the act, and will it be adopted this month as expected, or as Mr. Borrell hopes? Second question, last week in the Russian Autonomous Republic of Karelia, began the third consecutive trial against the famous historian Yuri Dmitriev, who is investigating the Stalin crimes. And his arrest was extended until February. Is the Commission weighing possibility the judges who are suing Mr. Dmitriev to be included in the future sanctions? Thank you. Okay, thank you. Both questions are for Nabila? No. Or the first one is for Peter, that's what I thought. So we will start with Peter on your first question, which is indeed related to Russia. The second one is related to a piece of European legislation, so it's not Russia specific, and Nabila will answer your question. Peter, we go to you. Thank you. But indeed, question of human rights is something that it's very often raised in relation to Russia. And indeed, in case of Mr. Dmitriev, we have said several times already what we think about the way how he is being treated, our doubts and our concerns regarding his trials and his persecution by the Russian authorities. But I would not speculate if a future sanction regime of the EU might include that or other personality or person or individual or entity. We need to have the necessary framework in place. But regardless, there are still sanctions possible. I mean, there are people who are sanctioned for many different things. But in case of Mr. Dmitriev and this particular case, it's subject to the discussions and deliberations among the member states. If they agree that there is a reason based on actions so far to sanction people responsible for the treatment of Mr. Dmitriev, then the member states would take it up, discuss it, and if there is unanimity found, take a decision, like it's the case in every other instances when human rights are at stake or when things are happening which are against the international law and against the principles the EU is standing for. Thank you. And now to Nabila.
afraid my answer will be extremely short. As you know, for the moment, it is being discussed at the council. So we are waiting for it. It should be, everybody is making sure that it will be soon adopted. So we are, stay tuned, I would imagine, as soon as possible. Thank you, Nabila. Let's stay on the issue of foreign affairs. Are there other questions on foreign affairs for us today? I see two hands raised. Augustine. Thank you. I have a question for Peter. Two questions. First, since we cannot follow physically the meetings, I'm a bit confused when the ministers are going to adopt the council conclusions on enlargement, be it with a written procedure. What's the date for that? And second, Peter, how seriously do you consider really the alignment of the candidate countries with the EU foreign and security policy? We see that you repeat that they should, but we haven't seen any awards for those countries who do, like, for example, Montenegro, Albania, and Macedonia, while no sanctions or even serious criticism to those who almost never does, like Serbia. So are you considering any step in order to make candidate countries really support EU positions on foreign policy, including on sanctions like the ones against people from Belarus or Russia? Thanks. Thank you. I'm not sure whether the question is for Peter or rather for Anna. Anna, I believe the questions are rather for you or Peter. Hi. So as regards to the council conclusions on enlargement, Agustin, I would just point you to the council, and in particular the German presidency. As you know, that they're responsible for organizing council agendas and for the whole preparatory work in relation to this. On the second point, I think it's more for Peter, but I think that in general, as you rightly said, I mean, accession countries are expected to progressively, align their foreign policy to that of the EU, and this is something that we expect them to continue to do. I don't think we can go much further than that. I don't know if Peter might want to add something. Thank you, and this is where the portfolios overlap. But indeed, the candidate can. Okay, I think I was cut off. So I was saying, indeed, this is where the individual files are overlapping, but it's the fact that when it comes to alignment with foreign policy positions and EU decisions, the candidate countries in the accession process and the partners in the accession process are expected to progressively align with foreign policy decisions, and this is always captured or evaluated in the progress reports. This is also very often the subject of discussion between the representatives of these countries during the meetings with the High Representative, where he is either praising them for the high level of alignment or encouraging them to improve it. But the bottom line is they are supposed to align progressively. Thank you, Peter. So I open the floor again for questions on foreign affairs. Ivan. Thank you, Eric. I have a question about relations between Serbia and Montenegro. Could I make it now? The only one who raised his hand, so go ahead. Commissioner Varhelyi yesterday in his tweet invited Montenegro to withdraw the decision to expel Serbian ambassador in Podgorica. That attitude caused numerous reactions in Montenegro. So my question is, does the Commission have all the information concerning the historical context of this decision, having in mind that Serbian ambassador glorified the date when Montenegro lost its independence and was annexed by Serbia? And I have one more question. Did the European Commission ask the same thing to Serbia in 2008 when Belgrade decided to expel a Montenegrin ambassador
after the decision of Montenegro to recognize Kosovo as an independent state? Thank you. Thank you. I pass the floor to Anna once again. Hello, can you hear me? Yes, go ahead, Anna. Can you hear me? Yeah. Thanks so much for the question, Ivan. I think we already had the opportunity to express ourselves yesterday. You've mentioned the tweet of Commissioner, so you know very well the message that he has passed. From our side, what is very important is, the respect for good neighborly relations and also regional cooperation. You know that these are cornerstones of the EU enlargement process, but also of the association and stabilization processes. Both Montenegro and Serbia are solidly moving towards the European Union. And for us, the European Union calls on avoiding acts which could jeopardize mutually friendly relations. We think that preserving dialogue and a climate of mutual trust above all is of utmost importance, especially again amongst countries that are on their road to the EU. Thank you. Do we have other questions on enlargement for Anna? That does not seem to be the case, so I open the floor for other issues. Quentin. Bonjour Eric, est-ce que tu m'entends? Absolument, vas-y. Absolument, vas-y. Super, merci. C'est une question sur l'état de droit. J'ai pas suivi. Peut-être que la Commission a déjà fait une réaction, mais le Parlement néerlandais va voter demain une résolution, une motion sur la question de l'état de droit en Pologne et en Hongrie et d'activer l'article 259 dans mes souvenirs du traité. Et j'aurais bien voulu savoir ce qu'en pensait la Commission. Et après autre chose, peut-être, je viens de revoir l'agenda de la présidente et je vois qu'elle n'a pas de réunion avec les premiers ministres hongrois et polonais. Donc, comment ça se passe pour débloquer la question de l'état de droit? Merci. Sur ta deuxième question, deux choses que je souhaiterais rappeler. La première, c'est que la présidente est en contact étroit avec notamment la présidence allemande du Conseil qui cherche à débloquer la situation en ce qui concerne le mécanisme de conditionnalité et le MFF. Et la présidente elle-même a différents coups de fil avec des chefs d'État et de gouvernement. Donc elle est très active sur ce sujet. En ce qui concerne la première question, je ne sais pas si Christian a quelque chose qu'il peut dire sur cette résolution du Parlement hollandais. Je n'ai pas l'impression que nous ayons des éléments d'information là-dessus, donc nous reviendrons vers toi bilatéralement sur cette question. Y a-t-il d'autres questions, état de droit, pour Christian aujourd'hui? Please only keep your hand raised if your question is on the rule of law. Okay, I see no hand raised on this, so I open the floor to other issues. Sandor, you have the floor. Press speak, please. Yeah, sorry. So this is about vaccination. Maybe it was already raised earlier. Hungary intends to use a Russian vaccine which contains the genetically modified elements. And as far as I know, therefore, to be able to use it, to authorize it, the European Medicines Agency should also give a green light, and this is apparently not happening. So can you explain to me, please, how is it possible that Hungary will use this Russian vaccine? Thank you. Thank you, Sandor. An issue which has been raised indeed a certain number of times. I give the floor to Stefan to answer your question. Hello, good afternoon. You hear me? Yeah, go ahead, Stefan. Okay, very good. Yes. Well, let me maybe remind you some of the rules that are applicable to the authorization of a vaccine.
Normally, for the market authorization, there are several routes available. The centralized procedure via the European Medicines Agency, and that is a procedure that has to be followed for vaccines which are derived from biotechnology. So in this case, EMA authorization procedure is mandatory. That is, for information, also the case for all the vaccines that we are procuring through the EU vaccine strategy. Now, there is a specific, as I think explained already in the past, a specific emergency procedure which is allowed, which member states can use, but this is then the full responsibility of the member state to follow this emergency use authorization, and it comes with liability, of course, for the member state. As far as we are concerned, we are, of course, very much in favor of an authorization through the European Medicines Agency. It's this agency that goes very thoroughly through the effectiveness and the safety of the vaccine before it can be put on the market. So we believe this is definitely a procedure that is very important to ensure safety towards our European citizens. As far as this particular vaccine is concerned that you are referring to, the Commission level, we don't have information we don't have data about this specific vaccine. We know that the vaccine developer has some first contacts with the European Medicines Agency, but if you would like to know more about the process there, I invite you to contact the colleagues from the European Medicines Agency. Thank you. Thank you, Stefan. Are there other questions on vaccines, vaccination, or health more generally for Stefan today? Please only keep your hand raised if this is the case. Maria, you have a question related to health. Maria Roni, go ahead. That does not seem to be the case, or we do not hear you. So I will go to Philippe on health. Oui, bonjour. En fait, ma question est la suivante. Le chaos règne toujours dans les mesures nationales prises. On voit que des commerces sont accessibles dans certains pays, ne sont pas dans l'autre, donc les gens passent les frontières pour aller faire leurs emplettes. Il y a une certaine incohérence aussi sur la célébration des fêtes de Noël et Nouvel An, et je ne parle pas des sports d'hiver. Alors bien sûr, la santé n'est pas dans les compétences de la Commission, mais est-ce que les citoyens ne sont pas en droit de demander un effort de coordination? Merci Philippe. Je crois que non seulement les citoyens sont en droit de le demander, mais c'est quelque chose que la Commission, dans le cadre de ses compétences dans ce domaine, qui sont, comme tu le sais, bien délimitées par rapport à celles beaucoup plus vastes des États membres, tente d'inciter les États membres à se coordonner, et ce depuis le début de la pandémie. Nous avons émis un certain nombre de recommandations, y compris le printemps dernier, qui spécifient notamment qu'il est très important que les mesures qui sont prises tiennent bien compte de la situation sanitaire locale, mais aussi que les décisions sanitaires soient prises après concertation et en concertation avec notamment les pays voisins, et ce spécifiquement dans les zones frontalières. Donc nous avons incité à ce dialogue justement pour essayer de faire en sorte que les mesures qui sont prises de part et d'autre des différentes frontières tiennent compte justement de la nature spécifique des régions frontalières. Je passe, cela dit, la parole à Stéphane s'il a d'autres précisions à apporter sur le sujet. Well, Eric, as I've already said 2 weeks ago, you have again spoken wisely, so I don't think there is anything in particular that I should add. We have indeed taken several coordination measures in order to make sure there is a coordinated approach, which is in the interest of the member states, in the interest of the European citizens, and we continue to take these coordination measures forward. So thank you. Thank you. David.
Oui, juste un follow-up sur la question vaccin russe et Hongrie. Donc, si j'ai bien compris, le vaccin peut être autorisé en Hongrie et avec la procédure d'urgence. Je voudrais que ce soit clair. Et deuxième question, est-ce que le vaccin peut circuler s'il est autorisé en Hongrie avec la procédure d'urgence? Merci. Effectivement, bonne question. Stéphane. David, merci. En effet, tu as raison. Il y a une possibilité d'une autorisation d'urgence. C'est une décision qui revient aux États membres, donc dans le cas à la Hongrie. Donc, c'est une décision à prendre par les autorités hongroises et c'est eux qui aussi ont toute la responsabilité pour le suivi. Lorsque cela se fait, si cette utilisation est octroyée ou permise par les autorités hongroises, c'est vrai que le vaccin, dans ce cas-là, peut circuler en Hongrie. Merci. Mais uniquement en Hongrie. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça la question. C'est que le vaccin ne peut pas circuler ailleurs dans l'Union européenne. Et pour rappel, il s'agit de situations d'urgence et donc de situations forcément limitées. Y a-t-il d'autres questions pour Stéphane sur les questions de santé aujourd'hui? Je vois Lorenzo. Oui, c'est toujours une question de suivi sur cette question de vaccin en Hongrie. Je n'ai pas bien compris l'urgence. C'est-à-dire, l'urgence peut s'appliquer aussi au cas où il y a l'utilisation de la biotechnologie pour laquelle le passage à travers les mains est obligatoire. Parce que si on dit que c'est mandatory, comme en anglais l'a dit Stéphane, alors ce n'est pas mandatory. En fait, ce n'est pas obligatoire s'il y a l'urgence. La Hongrie peut contourner cette obligation, c'est ça? Merci, je repasse la parole à Stéphane. On dirait. Donc effectivement, l'approbation de ce genre de vaccin, donc de vaccin biotech, doit se faire par le biais de l'Agence européenne du médicament. Ah voilà, Stéphane est là, je lui repasse la parole. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'arrivais pas à me connecter, toutes mes excuses pour ça. Non, en effet, donc il y a la règle que nous connaissons tous, c'est la procédure centralisée dans laquelle, avant de passer à une autorisation, il faut que l'Agence européenne des médicaments donne une recommandation positive. En dehors de cette procédure, un État membre peut en effet décider de suivre une procédure d'urgence, mais il faut qu'il s'agisse en effet d'une urgence. C'est à l'État membre de faire cette évaluation et donc c'est l'État membre qui est aussi responsable de cette décision, une décision qui en plus doit être temporaire évidemment parce que c'est lié à des situations d'urgence. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions pour Stéphane sur la santé? Alors, je vois que Maria, qui n'arrive pas à se connecter visiblement, a une question. Donc, je vais la lire. Donc, je cite Maria. J'ai une question sur la vaccination. Dans un entretien avec le quotidien grec Kathimerini, le vice-président Skinas dit que la vaccination ne devrait pas être obligatoire, mais cela peut devenir une condition préalable à l'accès à des activités aux services spécifiques, par exemple dans le transport aérien. Et pas seulement. Est-ce que la Commission européenne a la même position sur la vaccination? Merci beaucoup. Fin de citation. Je passe la parole à Stéphane. Merci beaucoup pour cette question. En ce qui concerne la question de savoir si une vaccination doit être obligatoire ou pas, il faut savoir que ces politiques font partie des compétences nationales. Donc, c'est aux États membres de prendre ces décisions et de décider elles-mêmes dans quel sens il faudrait
mettre en œuvre cette politique de vaccination. Donc, nous ne pouvons pas donner une recommandation sur le caractère obligatoire ou pas. C'est une décision à prendre par les États membres. Nous avons, pour aider les États membres à préparer leur politique de vaccination, nous avons préparé une recommandation déjà au mi-octobre, dans le but d'identifier une série de questions qu'on invite les États membres à prendre en considération lorsqu'ils établissent leur politique de vaccination. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il d'autres questions pour nous sur les vaccins? Je vois que Samuel, je ne sais pas pourquoi. Samuel, est-ce que tu as un problème de connexion qui ne te permet pas de poser ta question en direct? Bon, je vais la lire. Juste pour être clair, donc je cite, dans le cas de la Hongrie, la demande de procédure d'urgence est faite auprès des autorités sanitaires hongroises, point d'interrogation. L'agence européenne n'entre pas en jeu. Fin de citation. Oui, c'est effectivement ce qu'a bien spécifié Stéphane, c'est que dans le cadre de la procédure d'urgence, ce sont les autorités nationales qui entrent en jeu et qui délivrent l'autorisation permettant de se servir du vaccin sur leur territoire et uniquement dans le cadre de la situation d'urgence qu'ils ont identifiée. Nous pensons au niveau de la Commission européenne, et nous l'avons dit clairement, qu'il y a toutes les raisons du monde de faire en sorte que les vaccins qui sont proposés aux citoyens européens dans le contexte de cette pandémie soient validés par l'Agence européenne de médicaments, mais dans le cadre d'une situation d'urgence identifiée comme telle par un État membre, elle peut, de manière limitée, décider l'autorisation d'un vaccin elle-même et sa distribution auprès des citoyens. En tout état de cause, nous avons toujours dit qu'il nous semblait essentiel qu'il y ait un maximum de transparence en ce qui concerne le vaccin qui est proposé. C'est pour cela que nous pensons qu'il est important que l'Agence européenne de médicaments soit impliquée dans le processus de validation des vaccins qui seront mis à disposition des citoyens dans toute l'Union européenne. Mais dans le cadre de la procédure d'urgence, effectivement, un État membre peut, de manière limitée, décider de le faire pour son propre territoire. Voilà, y a-t-il d'autres questions santé? Je n'en vois pas et donc j'ouvre à d'autres sujets. Jim, you have the floor. Hi there. Thanks very much. Do you hear me okay? Absolutely. Go ahead, Jim. Great. Thank you. It's a question on Brexit and where we are with all of that. But actually, I wanted to focus on the contingency measures issue and ask when the Commission's planning to come forward with measures. As I understand it, the ambassadors in Coreper on Friday again urged the Commission to come forward with no-deal measures, I think covering issues like road transport and air transport in the event that there is no future relationship deal. But I didn't spot anything on that in the Daily News today. So I was just wondering when those are going to be appearing. Thank you. Very glad to see that you read our daily news attentively. That's always good to hear. I pass the floor to Dan. Hi, Jim. Thanks very much for your question. I set out our position on this last week, so I'm happy to repeat what I said there. You know well that we're fully concentrated on the Brexit negotiations right now. You also know that we're not in the same situation as we were back in 2019. People and businesses have had more time to prepare, and we have worked hard ourselves here in the Commission to inform people and businesses right across the European Union about the consequences of Brexit. You know well as well that we have published many different notices in all official EU languages to prepare people for the end of the transition. You also know that the withdrawal agreement is in place, irrespective of the outcome of the negotiations. The withdrawal agreement protects citizens' rights. It protects the financial interests of the EU and the UK. It protects peace and stability on the island of Ireland. If contingency measures are needed, they would be limited and tailored to the existing very specific circumstances and would be adopted in time to ensure that we are fully prepared for the 1st of January. But at this point in time, I wouldn't have anything else to add beyond that. Thank you, Dan. Are there other questions related to the ongoing negotiations with the UK for Dan? Griselda.
Bonjour. Tu as la parole. Bonjour. Non, j'aimerais savoir en combien de... Bon, c'est beaucoup demandé peut-être, mais en combien de temps vous pensez que vous pourrez faire un premier bilan du week-end et je sais pas, de ces jours qui vont suivre. Et puis j'avais une question pour Dan qui n'est pas exactement sur sur le Brexit, mais sur le nouveau portefeuille. J'aimerais savoir si cette nouvelle distribution par laquelle Daniel va avoir l'avenir sur l'Europe à avoir peut-être un prochain rôle de responsabilité pour M. Barnier après la négociation du Brexit. Merci. Merci beaucoup. Sur ta deuxième question, je peux te dire très très clairement que ça n'a rigoureusement rien à voir. C'est simplement lié à l'organisation interne du service du porte-parole. Et effectivement, le fait que nous pensons tous qu'à un moment ou à un autre, Dan aura besoin d'avoir d'autres activités que de continuer à suivre les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni qui, nous l'espérons, se termineront bien un jour et nous l'espérons prochainement. En ce qui concerne à quel moment allons-nous tirer le bilan du week-end, nous n'allons certainement pas commencer à tirer le bilan de différentes phases intermédiaires des négociations au fur et à mesure. Comme tu le sais, les négociations sont en cours. Nous ferons le point sur l'avancée des négociations lorsqu'il nous semble que nous sommes arrivés à un point qui permet de tirer des conclusions. Voilà, y a-t-il d'autres questions sur les négociations pour nous aujourd'hui? Thomas. Yes, a couple of follow-ups to what Dan just said. First of all, I don't remember how it is now, but I remember that for the Brexit agreement, it was a kind of dual track. You had the negotiating team dealing with the Brexit agreement and the team that was working on the preparedness measures in case of no deal. And these were kind of two separate processes. I'd like to know if it remains the same. And aren't you afraid that if these things goes the wrong way, and then you have to publish these preparedness measures, that it's simply too late for people in the business to read them and adapt them? I mean, it's already the 1st of December tomorrow, and then we have holidays, even though we'll be staying at home for the COVID and so on. I mean, people will need a certain amount of time to prepare in the case of no deal. Thanks. Thank you. Pass the floor to Dan. Hi, Thomas. On your first question on our internal organization, I mean, you know, first of all, that we're fully concentrated in the negotiations, and the task force and the entire commission is working on this. As I said, on contingency measures, if specific contingency measures would be needed, they would be limited and tailored to the existing very specific circumstances and would be adopted in due course to ensure that we're fully prepared for the 1st of January. And for that, I mean, we work together as a team in the Commission. There's no silos here. We're one big team. Now, secondly, on timing, I mean, there will be a lot of changes at the end of the year, regardless of the outcome of the negotiations. We couldn't have been clearer about that this year, and we come forward on a number of occasions to inform people about that and to draw their attention to all of the different consequences to the UK leaving the single market at the end of the year. So no, I don't accept that we haven't informed people enough. We have been working extremely hard to make sure that people are prepared, and that's all I'd have to say at this exact moment in time. Thank you, Dan. Thomas, I think the question you raise highlights a confusion that I think sometimes exists out there on the difference between contingency measures, as Dan was saying, which are very targeted measures related to a very, very small number of sectors, and preparedness for the end of the transition period. And on this, work has been ongoing since basically before the UK left the European Union last year on the 31st of December. And in fact, we have many different channels of communication to businesses and citizens and all other stakeholders
to explain what are the consequences of the UK's departure, deal or no deal, and what to do to prepare. So I'm very confident in saying that businesses and stakeholders and citizens have all the information out there to prepare for the consequences on their activity and on their interests of the UK's departure. Christian, une question sur les négociations avec le Royaume-Uni. Oui, je comprends que vous vouliez pas faire de commentaires sur les négociations parce qu'elles sont en cours. En fait, ma question est très simple, c'est quand est-ce qu'elles vont se terminer? Est-ce que vous avez un deadline? Est-ce que M. Barnier va rester toute la semaine à Londres? Ou est-ce qu'il y a un moment limite où on va dire, bon, bah, écoutez, voilà, M. Barnier rentre et on tire les conclusions de ce round de négociations? Et est-ce que tu peux me confirmer une implication de la présidente von der Leyen durant ce week-end dans les négociations? Merci. Merci. Sur le deuxième point, la présidente est évidemment constamment en contact avec ces équipes qui négocient avec nos partenaires britanniques, donc elle est bien entendu impliquée dans le processus, par le biais des contacts qu'elle a eus avec l'équipe. Sur la première question, je passe la parole à Dan. Oui, bonjour Christian. Effectivement, les négociations sont en cours maintenant à Londres, mais à ce stade, je ne peux pas confirmer l'agenda pour les jours qui viennent cette semaine. Donc il faut juste, on peut rester en contact. Stay tuned. Merci. David, une question sur ce sujet aussi. Oui, merci. En fait, trois questions. La première, c'est sur l'agenda de Michel Barnier, vu que le Comité économique et social a annoncé sa présence cette semaine. Je voulais savoir si elle est confirmée. Et la deuxième question, c'est sur les mesures de contingence. Je veux dire, sur la préparation, si vous sortez si vous allez demander à des gens dans la rue, ils savent pas quoi faire. Donc il y a un problème. Probablement, c'est pas dû à la Commission. C'était les États membres qui devaient faire de la préparation. Ils n'ont pas fait. Mais sur la question des mesures de contingence, si elles ne sont pas nécessaires, comme vous dites aujourd'hui, pourquoi les États membres insistent en vous demandant la publication et l'adoption de ces mesures tout de suite? Merci. Alors, je passe la parole à Dan, notamment sur l'agenda de Michel Barnier. Oui, sur cette réunion, cette semaine, je ne peux pas confirmer pour l'instant. Je dois revenir vers toi, David, mais je ne pense pas que c'est confirmé à ce stade. Sur le deuxième point, je n'ai rien à ajouter à ce que je viens de dire sur les plans de contingence ici à la Commission. Comme tu sais bien, on travaille pour un deal, pour un accord, et nous sommes 100% concentrés sur cette tâche. Et excuse-moi David, mais tu dis que les gens dans la rue ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Moi, je te répondrai que il y a énormément de canaux d'information, de dialogues qui ont eu lieu avec les acteurs, notamment les acteurs économiques. Il y a une ligne de téléphone qui est ouverte constamment pour que les citoyens qui auraient des questions particulières puissent obtenir les informations nécessaires concernant leurs droits et leurs obligations en ce qui concerne le Brexit et les conséquences que cela peut avoir pour eux. Bien entendu, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que tout le monde soit informé. Il revient aussi ensuite à chacun de se préparer aux conséquences qui peuvent exister pour elles et lui. Voilà. Elles et eux, pardon. Je ne sais plus parler français. Y a-t-il d'autres questions pour nous aujourd'hui? Leaving Brexit. Nikolai. Hello, can you hear me? Yes, go ahead.
Okay. Nikolai Nielsen, EU Observer. I had a question that's on migration. So it seems like every other day, Frontex documents are exposing alleged pushbacks in the Mediterranean, as well as what appears to be concerted efforts to suppress serious incident reports. You have been cut off, Nikolai. Oh, sorry, can you hear me now? Yeah, go ahead. Yeah, go ahead. So Sorry, we heard, I don't know where I... we heard basically your intervention. So just continue. So just continue. Yeah. So so the allegations of pushbacks. Okay, but I know Commissioner Johansson is quite active on this file, but I'm a bit unclear what exactly Commissioner Skinnas is doing on this issue in light of his European way of life portfolio. And I was maybe hoping you could explain. I know he's tasked to promote the European way of life, but I'm a bit unclear what exactly he's doing on this specific issue when it comes to allegations of pushbacks in the Mediterranean. Thank you. Thank you, Nikolai. Let me remind you, first of all, that it's Vice President Skinnas, and secondly, that there's a principle of collegiality in the work of the college, and therefore Commissioner Johansson and Vice President Skinnas work obviously hand in hand on this issue, as they do on all other issues related to Mrs. Johansson's portfolio in particular. So we are not going to start explaining what are the individual actions that one or the other take. They are both active on this file, and of course the whole college follows these files as well. Are there other questions for us today? Lionel. Oui, bonjour Eric. C'est une question à propos des... Je reviens sur l'international, excusez-moi, j'ai pris la conférence en cours, mais ce ne sera pas très long. C'est savoir par rapport aux infos du FT ce week-end concernant un draft paper de la Commission sur les relations États-Unis-Europe. Je voudrais savoir si vous comptez le publier, s'il existe, etc., et s'il est à destination uniquement du Conseil et des ambassadeurs. Voilà. Et s'il est publié, quand est-ce qu'il devrait l'être? Merci, merci Lionel. Il y a effectivement un papier qui existe, c'est certain. C'est un papier qui est en cours de discussion, et attendons de voir quels sont les résultats de la réunion hebdomadaire des chefs de cabinet. Nous serons certainement en mesure d'en dire plus demain sur ce sujet. Voilà, y a-t-il d'autres questions pour nous aujourd'hui? Ça ne semble pas être le cas, donc je vous remercie de votre attention et de votre participation, et je vous dis à demain. Merci.